Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver à Châlons-en-Champagne pour la 70e foire de Châlons sur le plateau de Campagne TV pour ce Terre d'Info le JT en direct. Alors, c'est l'heure du bilan d'ores et déjà pour cette foire de Châlons. Bilan positif avec beaucoup de monde et aussi beaucoup de femmes et d'hommes politiques qui sont venus parfois ici faire campagne à la campagne. Alors dans ce journal, dans cette dernière édition, nous allons voir dans le Grand Est comment agriculture et biodiversité font bon ménage. Dans le débat, nous verrons quelle place peut jouer le Grand Est en Europe et dans le monde du point de vue agricole. Nous verrons si le Grand Est est une grande puissance agricole en France. Et je vous le rappelle, vous pouvez interagir à tout moment en tweetant. Alors, le compte Twitter de Campagne TV, c'est tout simple, c'est #TDI. Vous pouvez intervenir également via Facebook ou sur campagnetv.com. Mais auparavant, nous allons parler politique. Alors, je vous le disais, les femmes et les hommes politiques ont été nombreux à se succéder dans les allées de la foire de Châlons en Champagne. À l'heure des bilans, deux d'entre eux ont été rencontrés ces heures dernières par Olivier Allemand. Et tout d'abord, Jean Rotner, c'est le maire de Mulhouse et le vice-président de la région Grand Est. Jean Rotner, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de Mulhouse et vice-président en charge donc, des territoires et du numérique, c'est bien ça? De l'attractivité des territoires, donc de l'économie en fait, de l'économie et du numérique, oui. De l'économie et du numérique. Alors on a dévoilé bien évidemment le logo de la région Grand Est. Il n'empêche que cette foire de Châlons, cette 70e foire de Châlons est un peu une première pour vous parce que maintenant que vous êtes dans une nouvelle grande région, être présent sur cette foire agricole, ça représente quoi? Je crois que c'est être présent comme collectivité dans le plus grand événement national, effectivement agricole, d'être là parce que la région a un rôle économique majeur en matière d'agriculture, en matière d'économie. Vous savez que nous sommes en train aujourd'hui de réfléchir et de constituer ce qu'on appelle le schéma régional de développement économique et d'internationalisation et d'innovation. Et l'agriculture et le monde agricole, le monde forestier d'ailleurs, est pleinement inclus dans notre réflexion et finalement participe à cette dynamique économique de la grande région. Voilà, nous ne pouvons pas mettre d'un côté l'industrie et de l'autre côté l'agriculture. Tout cela est profondément lié, comme sont liés d'ailleurs aujourd'hui l'espace urbain et l'espace rural. Justement, on a un problème d'attractivité, souvent des territoires ruraux. Vous qui êtes en charge justement de ces questions au Conseil régional, comment justement vous pouvez travailler sur l'équilibre ou le rééquilibrage en tout cas entre l'urbain et le rural? Vous savez, je crois que le premier déséquilibre qui existe, c'est finalement celui de notre région. Des anciens territoires comme de ce nouveau territoire. Aujourd'hui, nous ne sommes pas la région la plus performante de France, il faut le dire. Nous ne sommes pas la région la plus performante d'Europe, il faut le dire. Donc il faut trouver aujourd'hui une organisation territoriale d'aménagement du territoire, une stratégie économique, une stratégie agricole qui nous permettent aujourd'hui de gagner en attractivité, de gagner en performance. Il faut que nous allions plus vite, plus haut, plus loin. Et tout le rôle de la région, c'est celui-ci. C'est de trouver justement cette énergie, cette nouvelle cohérence, ces nouveaux liens finalement entre les acteurs économiques, quels qu'ils soient au niveau de notre territoire, pour recréer de l'emploi, pour permettre nos exploitations agricoles, par exemple, de perdurer. Aujourd'hui, j'étais encore avant-hier, effectivement, dans le Sundgau, dans le sud de l'Alsace, où il y a des drames humains qui sont en train de se jouer, des drames sociaux. On le connaît partout, sur l'ensemble de notre territoire national. Eh bien, le Grand Est doit devenir, je ne dis pas doit redevenir, mais doit devenir aujourd'hui une des régions, voire la région la plus performante de France. C'est une ambition et nous souhaitons en tout cas vraiment la développer. Justement, la développer, c'est aussi développer les outils qui permettent justement de rendre une certaine compétitivité à ces territoires ruraux. Je pense notamment au très haut débit. Est-ce que là aussi, ce n'est pas un des outils qui est nécessaire pour devenir le leader comme vous le souhaitez? Si, bien sûr. Je crois que le président Richert a pris un engagement extrêmement fort. C'est celui d'équiper en numérique et d'arriver à installer la fibre sur l'ensemble de notre territoire. Aujourd'hui, cette démarche a débuté en Alsace avec les 2 départements alsaciens. Débute également en Moselle avec le département de la Moselle, avec les intercommunalités. Notre ambition, c'est de poursuivre cela sur les 7 autres départements. Bien sûr, c'est l'équipement numérique, mais au-delà de ça, c'est de devenir également une région
région numérique, dans une région digitale. L'agriculture fait partie de cette thématique d'innovation, de ces pôles de performance dans lesquels le numérique aujourd'hui doit jouer toute sa place. C'est mon rôle là aussi, non pas de faire à la place d'eux, mais d'inciter, d'aller chercher, de supporter les acteurs finalement de cette dynamique économique au sein de la région, de leur permettre de se rencontrer. Moi je constate aujourd'hui, à force de la parcourir, que finalement, il y a beaucoup d'acteurs de nos différentes filières ne se connaissent même pas. Et pourtant, dans leurs activités, ils viennent se compléter les uns les autres. Eh bien, le rôle du politique, c'est pas de faire à la place d'eux, c'est de faciliter la vie des gens et de faciliter la vie de l'économie. Alors dernière question, justement, si on revient à l'échelle micro de votre ville de Mulhouse, comment justement le numérique peut être au service là aussi du développement d'une commune? Vous savez que Mulhouse a été une grande capitale industrielle. Aujourd'hui, c'est une ville qui a connu un véritable déclin économique. Nous avons perdu près de 20 000 emplois en 20 ans, grosso modo. Une désindustrialisation forte, la concurrence de la Suisse juste à côté, de l'Allemagne, qui sont des économies fortes et performantes, innovantes. Bien nous, il faut nous réinventer. Il ne faut pas faire comme la Suisse, il ne faut pas faire comme l'Allemagne. Il faut développer une spécificité mulhousienne. Nous le faisons parce que nous avons une industrie, nous avons des filières matériaux, des filières chimiques, une filière textile qui existe encore. Et je souhaite faire de Mulhouse la capitale naturellement du Grand Est de l'industrie du futur, mais j'ai l'ambition aussi d'en faire une des capitales, voire la capitale française. Et à travers tout cela, eh bien, à travers Peugeot, à travers l'industrie automobile, à travers toutes ces réflexions industrielles, parce que le capital industriel est encore là, eh bien, de devenir performant et de transformer l'image de ma ville, de recréer de l'emploi, de recréer de la richesse et de la valeur. Écoutez, on essaiera de suivre en tout cas l'évolution à la fois de la ville et de la politique que vous menez au niveau aussi régional sur un sujet qui nous est cher, l'attractivité des territoires ruraux et des territoires urbains. Donc merci en tout cas et à très bientôt. Merci, regardez, on finit en musique, on est bien à Châlons. Alors, de l'attractivité, bien évidemment, il en a été question avec le maire de Mulhouse, mais également avec Arnaud Robinet, le député maire de Reims. Regardez plutôt. Arnaud Robinet, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes maire de Reims, donc c'est une métropole dynamique et souvent connue pour son champagne. Il n'empêche que les agriculteurs qui sont nombreux dans cette région et qui sont présents à cette foire de Châlons, en quoi pour vous c'est important en tout cas de les rencontrer ici? L'agriculture est la première économie de notre territoire et notamment du territoire rémois. Donc il est important, en tout cas pour le maire que je suis, de pouvoir rencontrer, mais également en tant que député, de rencontrer l'ensemble du monde agricole pour échanger, écouter leurs inquiétudes et puis surtout préparer l'avenir du territoire avec eux. Car depuis des années, ils ont en tout cas construit d'excellentes choses et de belles choses. Je pense notamment au pôle de compétitivité à vocation internationale qui est aux portes de Reims, qui au départ a été monté par les agriculteurs eux-mêmes. Donc les agriculteurs sont des acteurs et des forces vives du territoire et donc je me dois bien sûr de les écouter mais de les accompagner, d'être un facilitateur de projets. Alors, facilitateur de projet, vous avez signé, je crois que vous faites partie des 15 députés qui ont signé justement un partenariat avec la FDSEA locale pour justement porter la réforme de la PAC. Bien sûr, car nous le savons, notre économie est étroitement liée, comme je l'ai dit, à l'agriculture et au monde agricole. Donc nous soutenons bien sûr la FDSEA, comme l'ensemble des parlementaires du département de la Marne, un département agricole, pour la réforme de la PAC. Une réforme de la PAC qui soit ajustée, je dirais, aux mutations de la société, notamment aux mutations de l'agriculture que nous connaissons aujourd'hui dans ce concept de mondialisation. Mais au-delà de la PAC, c'est également l'avenir du territoire. Et notamment, je dirais, tout ce qui est la recherche, l'innovation, parce que c'est comme ça que nous allons préparer l'avenir. Et nous ne sommes pas là pour décider, nous sommes là pour accompagner. Et donc un projet aux portes de Reims, dans le cadre de la reconversion de la base aérienne 112, est porté par la Chambre d'agriculture et par le monde agricole, notamment de valorisation de l'agriculture de demain. De ce fait, nous aurons aux portes de Reims, avec le pôle de compétitivité, la ferme 112, l'ensemble de la chaîne, de l'amont jusqu'à l'aval, de la production agricole. Et au-delà du territoire rémois, ce projet ferme 112, pôle de compétitivité, s'inscrit parfaitement dans le pari du végétal, qui est ce magnifique projet porté par l'ensemble du département et que nous partageons notamment avec nos amis chalonnais.
Justement, on voit l'innovation. Hein. Ici, on est sur le stand de la mairie de Reims, ici à cette foire de Châlons. Vous parliez de la ferme 112, de toute la bioéconomie, en tout cas, qu'il faut développer, des agro-ressources, là aussi pour la diversification des différentes productions des agriculteurs. Vous parliez d'accompagnement, mais comment concrètement, quand on est une collectivité, on peut accompagner ce développement? Vous savez, aussi bien au niveau de l'enseignement supérieur, notamment avec Reims Métropole, puisque nous finançons des chaires concernant bien sûr la politique agricole et notamment l'innovation dans le domaine agricole. Nous avons des liens bien sûr avec Centrale, avec AgroParisTech qui ont ouvert des laboratoires aux portes de Reims et notamment sur le site de Pomacle-Bazancourt. Et puis nous avons facilité les choses en étant l'intermédiaire avec l'État, notamment sur la reconversion de la friche de l'ancienne base aérienne 112. Et puis derrière ça également, nous finançons Innovact, c'est-à-dire qui porte un certain nombre de start-up. Et nous devons aujourd'hui, à partir, je dirais, du monde agricole, pouvoir également accompagner des start-up qui peuvent se créer autour de la valorisation des agro-ressources. Parce que les agro-ressources, c'est la question nourricière, il ne faut pas l'oublier. L'agriculture est avant tout là pour nourrir les hommes de la planète, mais il y a également toute la valorisation, que ce soit dans les biocarburants, que ce soit dans le domaine de la cosmétique, dans le domaine du médicament, dans le domaine également du textile et autres. Donc nous devons accompagner à notre manière, en fonction bien sûr de nos compétences, en partenariat avec la région, en partenariat avec la ville de Reims, en partenariat avec la Reims Métropole, et puis également nos amis chalonnais dans le Paris du végétal. Alors justement, vous parliez d'incubateur, de formation, et puis vous avez évoqué tout à l'heure une ambition qui va au-delà de l'échelle régionale. Ça veut dire que vous voulez vraiment positionner Reims, cette ferme 112 qui est au nord de Reims, je le rappelle, comme vraiment lui donner une vraie dimension internationale. Une vraie dimension internationale. Nous voulons positionner Reims comme la capitale européenne ou internationale de la bioéconomie. Nous avons tous les atouts nécessaires, que ce soit, je dirais, la production agricole, que ce soit les infrastructures, que ce soit la présence de l'université, de Sciences Po, d'AgroParisTech, également de Centrale. Donc nous avons tous les atouts et tous les ingrédients. Vous savez, nous sommes ici sur une terre, la terre de la Champagne. Champagne est un vin d'assemblage et tous les projets ne peuvent réussir que lorsqu'il y a un assemblage de différents facteurs. Et je crois que nous avons là tous les atouts nécessaires pour un magnifique assemblage et faire de notre territoire. Mais quand on parle de Reims, vous savez, c'est l'ensemble du territoire marnais, parce que l'agriculture ne se limite pas aux portes de Reims, elle va au-delà de Châlons-en-Champagne, etc. Et c'est le monde agricole, c'est l'ensemble des forces vives du territoire, également la chambre de commerce, la chambre d'agriculture, la chambre des métiers également qui a son rôle à jouer, l'université, l'ensemble des acteurs. C'est ensemble que nous allons porter ce magnifique projet et que nous allons accompagner cette mutation du monde agricole et en tout cas la porter vers l'innovation et la recherche. Les agriculteurs nous l'ont montré depuis plusieurs années. Maintenant, il faut encore booster les choses et nous sommes là pour les aider, les accompagner. Alors on sent bien cette volonté, en tout cas vous êtes investi. Est-ce que vous êtes fixé des dates? C'est-à-dire c'est un objectif de moyen terme, c'est 5 ans, 10 ans? Vous savez, quand on voit le pôle de compétitivité, ça a été plusieurs années. Mais le temps, au-delà du temps politique, je suis plutôt quelqu'un qui aime que les choses aillent vite, mais qu'elles soient bien faites. Donc en tout cas, c'est surtout du moyen terme. La ferme 112, c'est du court terme. Aujourd'hui, il faut que les agriculteurs puissent cultiver ce qui est fait aujourd'hui et qu'on puisse les accompagner de façon plus importante pour accélérer les choses, pour mettre en place d'autres structures ou infrastructures. Et notamment quand on parle d'agriculture, c'est tout le matériel agricole, notamment même tout ce qui est drone, etc. Nous pouvons, ce qu'on appelle la smart agriculture, nous pouvons la mettre en avant sur le site de la ferme 112. Donc c'est un projet à court, moyen et long terme. Je crois que cela le mandat en tout cas qui est le mien ne suffira pas pour aboutir à ce magnifique projet, mais en tout cas c'est un magnifique projet pour l'ensemble du territoire et je sais que tous les acteurs, et au-delà d'ailleurs des clivages politiques ou des étiquettes politiques, nous sommes tous rassemblés pour porter et accompagner le monde agricole. Arnaud Robinet, merci. On suivra avec vraiment beaucoup de suivi cette ferme 112 parce que là aussi, comme vous le disiez, c'est la smart agriculture de demain qui va naître ici. Tout à fait. Et notre position géographique, il est vrai, à 30 minutes de Roissy-Charles de Gaulle par TGV, 45 minutes de Paris, 1h16 de Strasbourg aujourd'hui, nous positionne de façon, je dirais, magique sur le territoire européen et français. Et donc, ce sont des atouts supplémentaires véritablement pour pouvoir développer l'économie du territoire et notamment en se basant sur le monde agricole. Merci Arnaud Robinet. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Donc on voit bien une région Grand Est qui ne manque pas d'ambition, affaire à suivre comme l'on dit. On va parler maintenant de nature et biodiversité car pour les agriculteurs de la Marne, c'est une préoccupation de tous les instants. Une préoccupation concrète, c'est ce que nous allons voir avec nos invités. Hervé Lapie, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de la FDSEA de la Marne et vous présidez également une association qui œuvre pour la préservation de la biodiversité. Vous nous direz
dans quelques instants de quoi il s'agit. Cédric Barbary, bonjour. Bonjour. Vous êtes expert environnement et biodiversité chez Engie Futures Énergies. Mais avant de vous retrouver, je vous propose de regarder ce reportage. Un GI2E est un groupement d'intérêt économique et environnemental. Il a permis aux agriculteurs sur ce territoire de se structurer, de créer une association et d'être reconnus parmi la communauté de communes, parmi l'agence de l'eau. Le GI2E a vu le jour suite à une réflexion d'un noyau sur la commune de Tilbois aux alentours de 3 agriculteurs. Et la Chambre d'agriculture est venue en appui pour expliquer la démarche à l'ensemble des exploitants et fédérer un groupe un peu plus large. Il y a 2 volets importants, la qualité de l'eau et la biodiversité. Et c'est deux animateurs qui ont l'habitude de gérer ces dossiers, qui sont en appui sur ce secteur. Les agriculteurs réfléchissent à mettre en place un plan d'action et après il faut le suivre et évaluer leurs pratiques. Et chercher quand les exploitants rencontrent une difficulté, n'arrivent pas à le mettre en application, chercher les solutions, les freins, les facteurs limitants pour essayer de trouver des solutions à leurs problématiques. La particularité de la démarche, c'est ne pas s'arrêter uniquement à la taille des parcelles, mais intégrer l'ensemble du territoire, donc les délaissés comme le TGV, les talus de TGV, les bords de route, parce que ça a un impact assez important où c'est un réservoir de biodiversité fonctionnelle et des surfaces assez grandes sur les communes qu'on a tendance à sous-estimer ou à pas du tout intégrer dans la réflexion. C'est un projet qui a un objectif ou une durée prévue de 6 ans, avec la finalité de développer cette thématique, ce projet sur d'autres territoires. Sur mon exploitation, initialement, j'ai déjà la présence de plusieurs haies, donc 2 haies de plus de 700 mètres de long, qui avaient été mises en place au moment du remembrement du TGV. Et aujourd'hui, nous a été faite la proposition de réseau biodiversité abeilles d'implanter une jachère apicole. Le but de l'implantation, c'est déjà de visualiser plus sur le terrain la biodiversité sur ces implantations-là, en rapport avec la dynamique des abeilles, qui sont un élément pollinisateur de nos cultures. Donc la biodiversité, c'est vraiment important comme une culture à part entière pour que vraiment au niveau des exploitations, on trouve notre place sur la réduction des intrants de demain. C'est une chose qui doit être mise en place et qui est nécessaire au niveau des exploitations pour arriver à nos fins demain. On a essayé d'utiliser la clé d'entrée qui est la biodiversité fonctionnelle, c'est-à-dire la fonction que peuvent avoir certains insectes sur par exemple la pollinisation, sur la lutte contre les ravageurs, et ce dans l'optique pour le futur d'une diminution de phytosanitaires de produits phytosanitaires sur le territoire. Alors, l'objectif aujourd'hui, c'est surtout d'essayer de trouver un équilibre, puisqu'on sait que c'est souvent lié à des déséquilibres qu'on va retrouver des pullulations de ravageurs par exemple. Donc l'objectif, c'est d'essayer de comprendre comment fonctionnent les populations, que ce soit d'auxiliaires mais aussi de ravageurs, pour trouver un équilibre à ces populations et essayer de limiter leur impact. Alors, Hervé Lapie, je disais tout à l'heure, président de la FDSEA de la Marne, mais également de l'association. Ça vous expliquez-moi un peu, c'est quoi cette association dont vous êtes le président? Symbiose pour des paysages de biodiversité, c'était une association qu'on a créée au mois de mars 2012 avec l'aide du conseil régional à l'époque Champagne-Ardenne pour réunir en fait l'ensemble des acteurs d'un territoire pour réfléchir à l'aspect biodiversité. Et donc mettre les agriculteurs, les viticulteurs au centre du débat en étant acteurs du territoire, mais aussi les chasseurs, les apiculteurs, le conseil régional, le conseil départemental, les communes, les communautés de communes, pour qu'on puisse retrouver une cohérence sur notre territoire et porter des projets collectifs. Je crois que c'est des enjeux forts au niveau de l'agriculture, sur l'alimentation, sur l'énergie, sur les produits biosourcés demain, sur les matériaux. Et je crois que la biodiversité fait partie de la diversification que l'agriculteur doit aussi mettre en place sur son exploitation par rapport aux enjeux de perte de biodiversité. Donc on estimait qu'en occupant 75% du territoire, c'était à la profession agricole et viticole de se prendre en main
pour relever ce challenge-là avec des partenaires divers et variés sur le territoire. Donc, comme vous l'a dit aussi Arnaud Robinet, c'est qu'on porte beaucoup de projets collectifs aujourd'hui dans ce territoire et dans cette région. Et on est en train de créer une osmose assez phénoménale et qu'on retrouve aussi à la foire de Châlons avec des partenaires aussi divers et variés. Je crois que l'intérêt, c'est de se parler. Oui, il y avait aussi des associations environnementalistes au départ dans votre. Il y avait notamment la LPO. Oui, on avait la LPO. Enfin, on a toujours l'ambition d'avoir la Ligue de protection des oiseaux dans notre association. Je crois qu'on a besoin d'échanger, de dialoguer, de partager. L'association, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu de concertation. J'en suis le président, mais c'est un conseil d'administration. Et c'est au sein du conseil d'administration qu'on peut dialoguer. Et je crois que plutôt que de faire un pas les uns contre les autres, c'est plutôt de faire un pas les uns vers les autres. Et je crois que quand tout le monde progresse, c'est l'ensemble du territoire qui progresse. Et c'est pour le bien commun. Et je crois que aussi en tant que président de FDSEO, on a toujours essayé de chercher ce bien commun, l'intérêt général. Et l'idée, c'est la vie de nos territoires et c'est d'être attractif et de faire vivre ce territoire. Je crois que l'enjeu, il est là, et d'avoir une profession agricole et viticole qui ait des projets. Et donc ces projets, pour nous, c'est la recherche et l'innovation. Et je crois que la biodiversité fait partie de ces projets de recherche et d'innovation. Mais la biodiversité, chez vous, était à ce point menacée qu'il fallait créer une association pour essayer de sauvegarder, de promouvoir tout cela? Disons que voilà, l'enjeu essentiel qu'on a identifié à l'époque, c'était évidemment la pollinisation. Et je crois que l'apiculture, on en a tous besoin et il est fondamental de sauver l'apiculture en France. Donc à partir de cette réflexion, on s'est dit que le problème de l'apiculture, on l'avait identifié avec les apiculteurs chez nous en travaillant et on s'était dit c'est la ressource alimentaire et les ressources mellifères qui manquent à ce territoire. Donc comment en tant qu'agriculteur on peut favoriser la ressource mellifère pour que les abeilles aient à manger pratiquement pendant les 6 mois de l'année dans lesquels elles ne sont pas en repos. Et donc on a développé des stratégies avec des bords de chemin qu'on a semés en ressources mellifères. On a la luzerne déshydratée qui est un potentiel exceptionnel à l'époque en Champagne-Ardenne et qui l'est toujours. Et donc on travaille avec les luzerniers, les agriculteurs, pour laisser des bandes de luzerne fleuries qui va favoriser la ressource mellifère. Et puis vous avez vu dans le reportage de la facélie, ces fleurs bleues, donc semées sur des bandes de 4 mètres de large sur un champ qui fait 800 mètres de long. Vous faites 30 arts de facélie qui va apporter aussi une ressource mellifère assez conséquente. Donc si tous les agriculteurs consacrent entre 0,5 et 1,5% de leur surface agricole à ces projets biodiversité, je crois qu'on va structurer le territoire, on va retrouver des territoires aussi vivants et l'objectif c'est bien ça. Et derrière, ça va apporter aussi des compétences à l'agriculture, ça va apporter des auxiliaires et aussi notre moindre dépendance aux produits de santé végétale avec des auxiliaires qui vont prendre le rôle aussi de remplacer une partie des produits de santé végétale. Donc, mais ça, c'est des projets qu'il faut qu'on travaille avec l'INRA parce qu'on a encore beaucoup de choses à explorer. Alors ça, c'est un changement d'approche total parce que au lendemain de la guerre, quand les agriculteurs français étaient en charge de la quête de l'autosuffisance alimentaire, on produisait pour produire, quoi. Et on ne se préoccupait pas des bordures, des haies, des bords de champs. C'était même, quelque chose qui gênait la production. Aujourd'hui, ça devient important. C'est donc une remise en cause des anciens modèles ? C'est une remise en cause. Je crois qu'on a répondu à des objectifs. Nos concitoyens sortis de la Seconde Guerre mondiale, les pouvoirs publics ont demandé aux agriculteurs d'assurer la ressource alimentaire. C'était la priorité. Ça l'est toujours. Je crois qu'il faut le rappeler. La ressource alimentaire, c'est toujours la priorité pour nos 500 millions de consommateurs européens. Donc on a engagé ces vastes chantiers de défrichement, d'utilisation des engrais, de produits de santé végétale. Donc on a répondu à un objectif citoyen qui était demandé par l'État avec des grandes lois d'orientation agricole. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il faut adapter, il ne faut pas remettre en cause ce système, mais il faut l'adapter. Il y a eu quelques dommages collatéraux. Donc plutôt que de stigmatiser une profession agricole dans laquelle on avait demandé des objectifs, c'est de retravailler avec la profession agricole et de répondre à des nouveaux objectifs. Et je crois que c'est bien l'ambition du syndicalisme majoritaire qu'on représente. Ce n'est pas de s'arc-bouter, mais c'est d'être dans les projets, dans la recherche, dans l'innovation. Et c'est quand même, quand vous amenez ces projets-là, que vous fédérez les agriculteurs, les viticulteurs, le maire de la commune, son conseil municipal, le président de la communauté de communes, le président du pays, l'ensemble du département, voilà, je crois que l'agriculteur a besoin de ça. Et ce qu'on a besoin, c'est des projets. Et la biodiversité est un projet exceptionnel à porter en tant qu'agriculteur. Et de surtout pas être hors jeu, parce qu'on a beaucoup dit à une certaine époque
tout ce qui était protection de l'environnement, protection de la biodiversité, c'était tout sauf le boulot des agriculteurs. Non, justement, je crois que c'est le premier travail des agriculteurs. Pour vous prendre un exemple très concret, sur mon exploitation, j'ai 130 hectares. Aujourd'hui, j'ai 10 cultures différentes, dont les jachères mellifères pour favoriser la ressource mellifère aux abeilles. Donc, déjà 10 cultures différentes sur mon exploitation, c'est un facteur de biodiversité. Les facteurs de biodiversité, c'est aussi la diversité de nos races animales, que ce soit dans le bovin, dans le mouton, dans le porc. Voilà, je crois que on a trop souvent réduit la biodiversité à des éléments un peu conflictuels. Et je crois que la biodiversité, elle est riche de ses semences, elle est riche de la diversité de nos cultures dans nos territoires. Et je crois que dans la région, on a cette chance-là. Quand vous allez du vignoble champenois au vignoble alsacien, entre les deux, vous avez une richesse qui est quand même exceptionnelle, qui est faite de prairies, qui est faite d'élevage, qui est faite de cultures très diversifiées. Donc c'est à partir de ces éléments-là qu'il faut construire. Et puis on va certainement mettre en place aussi des cultures nouvelles pour répondre aux défis, notamment des produits biosourcés. Donc je crois que nous sommes toujours en mouvement, mais on a besoin de projets et ça nous fait pas peur. Merci beaucoup. Alors Cédric Barbaret, je rappelle que vous êtes expert environnement et biodiversité chez Engie. Vous, votre domaine, c'est les éoliennes. Et alors, souvent, quand on dit « Oh là là, ils mettent des éoliennes, mon Dieu, ils vont nous construire ces grandes tours blanches avec ces grandes pales et ces petits clignotants, et puis les animaux vont mourir dans l'atroce souffrance, ils vont prendre de la place dans les champs. » Alors, vous répondez quoi à tout ça? C'est une très bonne question. Effectivement, on pourrait se poser la question de quel est le rôle d'Engie et de Future Énergie avec la biodiversité sur un territoire. Mais il faut savoir que la biodiversité, lorsque Future Énergie, qui est producteur d'énergie renouvelable. Aujourd'hui, Engie est le premier producteur en France d'énergie renouvelable éolien. Future Énergie travaille également sur le photovoltaïque. Lorsqu'on crée un projet, c'est-à-dire que lorsqu'on développe un projet, la biodiversité est au cœur de notre préoccupation. Comment ça se passe concrètement, quand on développe un projet? Quels sont les premiers critères qui rentrent en ligne de compte? Les premiers critères qui rentrent en ligne de compte, ce sont les agriculteurs. Ce sont les agriculteurs qu'on rencontre sur le terrain pour discuter avec eux de la façon dont on pourrait engager avec eux, avec le territoire, ce projet. Ensuite, il y a toute une démarche de diagnostic qui est mise en place, une diagnostic donc environnementale, donc qui nous permet de comprendre, d'étudier, de valoriser la biodiversité, notamment du territoire. Et suite à ce diagnostic d'état initial, avant toute implantation, avant tout montage de mât, il est étudié les différents impacts que nous pourrions avoir sur cette thématique. Et donc nous mettons tout en œuvre dès l'amont du projet qui peut durer 7 ans. Un projet peut durer 7 ans, donc c'est-à-dire que durant ces 7 années, nous travaillons pour éviter, pour réduire, et si besoin, donc pour réduire tous ces impacts, et si besoin, les compenser. Alors compenser, qu'est-ce que ça veut dire compenser? C'est lorsque nous avons fait le maximum donc pour éviter les impacts, notamment des impacts liés à l'avifaune. Vous parliez tout à l'heure des pales qui tournaient, donc effectivement ce sont notre principale source de travail pour réduire l'impact. Donc compenser, c'est travailler avec le monde agricole, travailler avec Symbiose, notamment on travaille avec Symbiose sur un projet pour mettre en place des mesures environnementales, donc des aménagements écologiques avec les territoires, sur le territoire. Nous travaillons également avec des associations locales, telles que le CPIE de Soulaine, ici localement, mais également avec les fédérations des chasseurs. On travaille beaucoup avec la fédération des chasseurs locales pour développer avec les agriculteurs, avec les chasseurs, avec le territoire, des mesures environnementales qui puissent répondre aux impacts que l'on peut avoir sur nos projets. Oui. Alors je voudrais que vous me donniez un exemple concret parce que en préparant cette émission, j'ai lu que vous aviez une action très concrète sur les chauves-souris. C'est quelque chose d'assez fascinant, mais qui peut remettre en cause le développement d'éoliennes. Bien sûr, oui. Alors, ça n'est pas la seule action concrète. Effectivement, c'est l'une des grandes actions concrètes que l'on peut mener chez Future Énergie. Il faut savoir que l'impact chauve-souris sur les éoliennes est aujourd'hui connu. Nous savons que nous avons un impact mineur sur les chauves-souris, mais nous en prenons note, nous en prenons en compte dans le cadre de nos études, et donc nous mettons en place des mesures pour réduire cet impact. Donc, la première mesure que l'on peut mettre en place, c'est d'arrêter nos machines au moment où il y a une activité
de la chauve-souris, c'est-à-dire la nuit, c'est-à-dire lors des périodes de migration par exemple, où là, en plaine par exemple, vous pouvez, quand vous vous baladez en Champagne, vous pouvez voir des machines arrêtées. Non, mais alors c'est complètement contre-productif parce que si vous êtes par exemple une nuit où il y a beaucoup de vent dans les plaines de la Marne, vous n'allez pas arrêter vos éoliennes parce qu'il y a 3 pauvres chauves-souris qui se baladent. Mais non, parce que justement, les chauves-souris ne volent pas lorsqu'il y a beaucoup de vent. Donc il y a une vraie corrélation entre l'activité de la chauve-souris et l'activité éolienne. C'est-à-dire que nos machines sont à l'arrêt lorsqu'elles sont peu productives, voire pas productives. Et il y a aussi des capteurs justement, si jamais il y a des oiseaux, des migrateurs qui passent pour aussi peut-être arrêter les machines ou en tout cas la faire fonctionner différemment. Effectivement, il y a aussi un certain nombre de technologies qui existent, qui sont installées sur les machines. J'ai un exemple en tête. Nous avons des systèmes qui captent en temps réel, donc des caméras infrarouges ou des caméras diurnes qui permettent d'identifier des espèces et différents systèmes permettent de soit prévenir l'animal ou soit, si l'animal n'est pas assez convaincu par la prévenance qui lui est faite, l'arrêt de la machine. Donc de telle façon à pouvoir laisser passer l'animal. Oui. C'est quoi pour prévenir? C'est quoi? C'est un agent d'Engie qui fait des grands signes? C'est pas un agent d'Engie, même si les agents d'Engie sont toujours présents sur les parcs éoliens au quotidien. Non, ce sont des effaroucheurs sonores, tout simplement. Voilà. Et si jamais l'effaroucheur n'est pas suffisant? La machine s'arrête. Eh bien écoutez, ce sera le mot de la fin. Vous avez vu que finalement, il y a encore beaucoup d'idées, beaucoup de projets pour maintenir la biodiversité, pour faire en sorte que les nouvelles énergies et la biodiversité et l'activité agricole fassent bon ménage. Merci messieurs. Et dans un instant, on va passer à la partie débat de ce Terre d'Info le JT. Terre d'Info, le JT, le débat, et nous allons nous poser cette question aujourd'hui. Eh bien, quelle est la place de la région Grand Est, de l'agriculture de la région Grand Est en France, bien sûr, en Europe, et puis allez, soyons fous, dans le monde. En tout cas, quand on voit déjà la place du champagne dans le monde, on peut imaginer que cela peut traîner l'agriculture et drainer d'autres agriculteurs et d'autres types d'agriculture à travers le monde. Alors à mes côtés pour en parler, Philippe Mangin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes vice-président de la région Grand Est en charge de l'agriculture. Quoi de plus normal pour celui qui pendant de nombreuses années a été le président de COP de France. Et puis Jean-Luc Pelletier, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes président de la Chambre d'agriculture Grand Est. Alors vous avez suivi, vous, la démarche régionale, la démarche de régionalisation. Vous avez englobé tous les départements de la région. Tout à fait, oui. Alors, en chiffres tout d'abord, je voudrais que vous m'expliquiez, Jean-Luc, quel est l'impact, le poids de l'agriculture de la région Grand Est? Alors l'impact, il s'exprime déjà tout à fait en surface, puisque la surface aujourd'hui cultivable de SAU, de la surface agricole utile de la grande région est la plus grande surface des régions françaises en termes d'occupation du sol du monde agricole. Et puis, c'est aussi l'impact économique à travers, bien sûr, le chiffre d'affaires de cette nouvelle grande région, qui est la première grande région agricole française. Un chiffre d'affaires de l'ordre de combien? Alors, le chiffre d'affaires est variable suivant, mais c'est 4 milliards de valeur ajoutée apportée par l'agriculture, avec des chiffres d'affaires, bien sûr, qui s'additionnent entre le monde céréalier, la production viticole, mais aussi, bien sûr, toute la production d'élevage qui est important, puisque c'est de l'ordre de 11% de la production de viande de la France qui se fait dans notre grande région. C'est de l'ordre de aussi 11%, une dizaine de pourcents de la production laitière. Donc autant de production qui donnent l'importance de notre produit agricole dans la grande région. Avec deux productions très exportatrices, les céréales et bien évidemment le champagne. Tout à fait, deux productions très exportatrices, avec une petite différence de valeur ajoutée bien sûr entre les deux, vous l'avez bien sûr tout de suite compris. Et l'enjeu, il est effectivement aussi d'aller chercher le maximum de valeur ajoutée de cette matière première. Et ça tire l'agriculture de cette région vers le haut? Je le pense. Je pense que la richesse de cette grande région, de cette nouvelle grande région, nous amène à avoir à la fois une grande diversité de production, donc une grande diversité de solutions de satisfaire les besoins autant internes qu'à l'export, mais aussi d'évoluer vers le haut sur l'évolution des techniques et l'évolution de notre mise en marché de la grande région. Alors justement, on parle d'exportation. Est-ce que ça vous amène à changer votre vision, à changer votre façon de faire et de penser l'agriculture dans cette région? Parce que quand on est à l'export, on a des préoccupations différentes. Si vous exportez en Ukraine ou en Chine, c'est pas tout à fait pareil. Est-ce qu'on s'adapte? Est-ce qu'on fait de l'exportation à façon? Alors,
On n'en est encore pas là, puisqu'on a, depuis 8 mois, nous sommes effectivement rassemblés dans cette grande région. Le premier enjeu, c'est pour nous, au sein des chambres d'agriculture et du réseau régional de l'agriculture, de construire et de créer effectivement cet enjeu et c'est de créer les conditions pour augmenter les relations que nous avons à l'international. La particularité étant que nous sommes aussi quand même voisins de 4 pays différents. Et ce positionnement géographique nous amène à créer une structure commune de travail, à la fois sur la promotion des produits, à la fois sur la bonne connaissance aussi des différentes régions, mais aussi sur l'évolution des techniques agricoles et en partie du débat aussi de la réglementation, tout simplement, puisqu'on parle beaucoup de réglementation européenne. Déjà de la partager avec les 4 pays qui sont frontaliers est une chose intéressante et importante à traduire. C'est-à-dire que dans votre réflexion ne se fait plus au niveau hexagonal, mais au niveau européen, j'allais dire d'une grande région qui dépasse même la région Grand Est avec vos voisins. Vous pensez Europe plus qu'Hexagone? Bien sûr, on pense Europe plus qu'on ne le faisait auparavant, en sachant que ce qui nous amène, entre guillemets, l'atout que nous avons pour penser Europe, c'est à la fois des structures qui existaient au sein du Conseil régional d'ailleurs, et qui fonctionnaient, puisque le voisinage de l'Alsace permettait déjà un certain nombre d'échanges. Et là, ça s'accélère et on voit effectivement maintenant des choses se faire en commun sur les territoires interrégionales et donc internationales, que l'on peut dire. Par exemple, donnez-moi un exemple de choses qui se font en commun. J'ai un exemple qui est très concret, c'est par exemple l'organisation de la journée des prairies au niveau technique, échange pratique, etc., qui va se faire en Meuse sur la ferme de Saint-Hilaire, qui est qui est à l'origine une organisation d'échange technique sur les prairies entre l'Allemagne et la France et qui va se passer pour la première fois, et la Suisse d'ailleurs, et qui va se passer pour la première fois en France cette année. Ces échanges-là vont devenir tout à fait naturels. Philippe Mangin, que n'a-t-on dit sur les nouvelles grandes régions françaises? On a dit que ça allait être le grand tout, que ça allait être n'importe quoi, que ça allait être ingérable. On en entend encore aujourd'hui parler. Du point de vue, si on se focalise du point de vue agricole, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce qu'il s'est passé ici, dans la région Grand Est, c'est une bonne chose, cette fusion de l'Alsace, de la Lorraine, etc.? Oui, c'est une bonne chose, parce que la création de cette grande région participe à l'émergence d'un des grands pôles agricoles et agroalimentaires en France. Jean-Luc Pelletier le rappelait, en termes de PIB, nous sommes la 2e région agricole et agroalimentaire française, et en termes de valeur ajoutée, nous sommes la 1re, avec des territoires assez complémentaires. La viticulture, le champagne et les vins d'Alsace, qui nous permettent de devenir la 2e région viticole française, la région Champagne-Ardenne, très orientée vers le végétal, sur des territoires très compétitifs, qui ont tout parié sur l'innovation, cette foire l'a démontré. À côté de la Lorraine, elle appuyait sur un modèle beaucoup plus de polyculture élevage, qui d'ailleurs est en souffrance, on pourra l'évoquer. Mais donc, cette grande région nous donne un pôle agricole très puissant, très diversifié, et qui va amener notre région à s'attaquer dans 2 directions. D'abord, la conquête des marchés de proximité. Il y a une demande de nos consommateurs, ici aussi, pour des produits d'origine et de proximité. Nous n'y répondons pas suffisamment. Les initiatives des agriculteurs sont très nombreuses, mais encore trop individuelles. Vous savez que la région, par exemple, qui porte 328 lycées, sert chaque année 54 millions de repas dans ses cantines. On pourrait quand même imaginer qu'une partie de cette nourriture dans les cantines provienne de la région. Donc on va faire un gros travail pour essayer de mettre en harmonie cette demande de produits de proximité et l'offre qui peut être celle des agriculteurs et des entreprises de transformation alimentaire. Et puis la 2e direction, et là notre positionnement transfrontalier est très précieux, c'est l'exportation. L'exportation en Europe, mais pas que. Vous savez que l'agriculture française a une forte réputation dans le monde, que ses produits sont très demandés. On va donc aider les acteurs à répondre davantage à cette attente. Mais est-ce que c'est facile de faire jouer ces acteurs, de faire jouer collectif, comme on dit dans le sport, sachant qu'ils ont tous des spécificités? C'est clair que dans la viticulture,
ils n'ont peut-être pas forcément besoin de vous, alors que peut-être que les éleveurs ou les producteurs de lait ont plus besoin de la région et de l'aide de la région. Vous posez la vraie question. Mais le Champagne constitue un vrai modèle d'organisation et de marketing. Qu'est-ce qui fait la réussite du Champagne à l'exportation? C'est son modèle d'organisation avec ses vignerons, et puis ce sont ses marques. Et ces marques, elles font défaut dans bien d'autres secteurs agroalimentaires et agricoles. Il faut qu'on s'inspire de ce modèle. Et puis, il faut chasser en meute. Ça vaut pour la France agricole tout entière, et particulièrement pour notre région. Il y a trop de démarches qui sont, encore une fois, isolées. Il y a trop d'acteurs qui ne se parlent pas, qui n'agissent pas ensemble. Je pense aux chambres de commerce et d'industrie, je pense aux chambres d'agriculture, je pense à ce que peut faire la région parfois elle-même en étant présente dans certains salons. Il faut qu'on crée une plateforme autour de Business France, d'ailleurs, puisque Business France vise à consolider un peu tous ces acteurs pour qu'on chasse en meute et qu'on soit présent dans les salons à l'étranger, tous ensemble, avec le drapeau Grand Est. Jean-Luc Pelletier, facile de faire jouer collectif dans vos rangs, dans les chambres d'agriculture? Vous avez pris l'exemple du sport. On voit bien que ceux qui gagnent, c'est ceux qui jouent collectif, et qu'il faut un peu de temps, effectivement, pour construire une équipe qui est capable d'être gagnante. Mais c'est tout le projet, c'est tout le travail que nous réalisons, qui se passe bien d'ailleurs, qui se construit avec tous les, les éléments humains, mais aussi géographiques des 10 départements que nous rassemblons. Et on a vraiment une bonne lisibilité, une bonne visibilité sur les parties que nous allons gagner, je crois. Alors, on l'a vu dans certains départements, dans certaines régions qui ont fusionné, les chambres d'agriculture sont restées au niveau départemental. Vous avez décidé de faire une chambre d'agriculture Grand Est, de suivre le mouvement. Pourquoi? Alors, pour être dans l'air du temps? Juste dans la petite précision, c'est qu'effectivement, cette chambre de région, ce n'est pas une chambre d'agriculture régionale, c'est un réseau des chambres d'agriculture départementales. Et ça, j'y tiens beaucoup. C'est-à-dire que cette chambre d'agriculture, ce réseau des chambres d'agriculture régionales, est au service des départements. Et nous devons travailler au quotidien pour que l'énergie qui est construite au niveau du réseau régional soit au profit des chambres départementales et donc au profit des agriculteurs. Cette proximité, elle est indispensable. Le jour où la proximité n'existera plus entre les chambres d'agriculture et le réseau des chambres d'agriculture régionales, comme le réseau national d'ailleurs, auprès des agriculteurs, elle n'aura plus raison d'être. Philippe Manchon, on parlait de nourrir, d'approvisionner les cantines scolaires, on parlait d'exporter. Justement, on peut exporter où? Quels sont les marchés en devenir pour les productions agricoles du Grand Est? Il y a le bassin asiatique qui est très importateur de produits agricoles et notamment français. Je veux rappeler que dans notre région, nous avons 7 des entreprises françaises du top 15 sur notre territoire. Donc on a 7 champions nationaux qui sont dans la région Grand Est et qui ont déjà cette capacité exportatrice par la notoriété de leur marque, etc. Il faut s'appuyer et les entourer. Il faut que d'autres entreprises les accompagnent dans leur stratégie d'exportation et elles sont véritablement tournées vers l'Asie. Nous avons 4 de grandes multinationales aussi ancrées sur notre territoire. Les Cargill, Mars, Nestlé sont présents sur notre région. Il faut jouer avec eux. Et puis, il faut effectivement s'appuyer sur nos grands industriels, y compris coopératifs. La coopérative Vivesia est le premier groupe meunier de France et parmi les tout premiers d'Europe. Même chose pour le groupe Soufflé, qui est un des premiers malteurs, un des premiers meuniers. Tout ça est sur notre territoire. Avec ces grands acteurs, on va fédérer les plus petits et on va chasser en meute. Et je disais l'Asie, bien sûr, qui est vraiment très demandeur de nos produits. Et puis l'Afrique demain. L'Afrique est un continent qui sera le plus peuplé du monde dans très peu de temps, pour lequel, d'abord, notre proximité nous oblige à nous y intéresser. Et ce continent va présenter des demandes grandissantes. Et il faut vraiment que, dès maintenant, on trouve des collaborations, voire même qu'on aide les entreprises à s'installer sur le continent africain, car vraiment, il est à notre porte. Il sera le plus peuplé du monde dans très peu de temps. Alors comment on aide les entreprises? Comment on peut leur permettre d'entrouvrir les portes des marchés? Il y a une structure liée à la région Grand Est qui permet ces ouvertures? Alors d'abord, il y a une présence dans les salons. Il faut se faire connaître.
Il y a des très grands salons agroalimentaires, certains organisés par la France, par le CIAL d'ailleurs, mais il y a beaucoup de salons tournés sur l'agroalimentaire partout dans le monde. Et l'alimentation prend une ampleur de plus en plus importante dans la préoccupation de nos concitoyens. En France, c'est traditionnel. Dans certains pays, c'est nouveau. Enfin, vraiment, tous les pays qui sont en forte croissance sont en train de s'intéresser beaucoup plus à l'alimentation et souhaitent faire venir des acteurs qui ont de la compétence, qui sont des acteurs reconnus sur leur territoire. Donc la région doit accompagner les entreprises à être présentes dans ces salons pour se faire connaître. Ça coûte cher, hein. Ça coûte très cher que de participer à un salon à Singapour pendant 8 jours. C'est le rôle de la région que d'accompagner les acteurs. C'est le rôle de la région que de fédérer les acteurs. Je prendrai le secteur de l'élevage. Vraiment inquiétant, je parlais de la polyculture très présente en Lorraine. S'il est bien un secteur qui manque de lisibilité, c'est celui de la viande bovine notamment, et un peu moins du lait, mais quand même. Il faut qu'on aide ces secteurs à conquérir les marchés de l'exportation. Parce qu'il y a une attente extrêmement forte. Vous savez combien les Chinois ont voulu notre lait infantile, nos produits laitiers. Eh bien, on a un bassin là qui est formidable, aidons les entreprises à aller s'installer sur place. Et c'est comme ça qu'on redonnera des chances à l'agriculture de nos régions. Malgré tout, rapidement, il y a quelques obstacles. Les obstacles pour acheminer les produits, on pense aux ferroviaires notamment. Le TGV passe à Reims, mais quand on est à Châlons, c'est plus compliqué. Alors Philippe Richert, tout au long de cette semaine, a tenu à dire combien notre région était mobilisée sur les problématiques d'infrastructure. On a quand même le Rhin et la Moselle qui, sur le plan fluvial, nous donnent une vraie chance. Mais on a une faiblesse sur le plan ferroviaire et tout le réseau capillaire est dans un très mauvais état. La région a saisi la SNCF et mettra des moyens importants, notamment pour que cette région Champagne-Ardenne, avec les volumes de céréales, de sucre très importants qu'elle doit transporter, bénéficie d'infrastructures qui le lui permettent demain. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, messieurs, de nous avoir rejoints sur le plateau de Campagne TV à Châlons-en-Champagne pour cette 70e foire. C'est le mot de la fin, mais également le dernier Terre d'Info, le direct en direct de Châlons. Pour ma part, je vous remercie. Je remercie également toutes les équipes de Campagne TV et de Canal 32 qui ont rendu cette émission possible tout au long de la semaine. À très bientôt.